Coraux tout blanc, c'est le signe de ce qu'on appelle la canicule marine. Récemment, des millions de poissons qui sont morts en raison de cette température excessive. Environ 5 degrés de plus que la moyenne, et quand cela dure au moins 5 jours, on parle alors de canicule marine. Depuis les années 70, la température de nos océans a augmenté en moyenne de 0,1 degré tous les 10 ans. Et avec une mer Méditerranée qui frôle les 30 degrés, ce qui est la température d'une piscine chauffée et non d'une mer, on peut commencer à s'inquiéter. Pour vous dire, la température a tellement augmenté qu'on doit revoir nos graphiques car ils sont trop petits pour afficher cette hausse. Et le pire dans tout cela, c'est que même si nous arrêtions tout de suite les activités humaines, les océans continueraient de chauffer jusqu'à la fin de ce siècle, à cause d'un effet d'inertie dans l'atmosphère. Mis à part l'agrandissement de nos graphiques, on est en droit de se demander si avoir des jacuzzis au lieu de nos océans, c'est grave, non? On commence par la conséquence la plus connue de tous, le niveau de la mer. On a tous en tête lorsqu'on nous parle de ce niveau, de gigantesques glaciers des montagnes ou encore de la neige de l'Antarctique qui fondent et viennent remplir nos océans d'eau supplémentaire. On oublie souvent un autre phénomène, qui est là expliqué par la physique. L'eau chaude se dilate par rapport à l'eau froide. Oui, vous avez bien compris, si vous prenez 1 litre d'eau froide et que vous le chauffez de quelques degrés seulement, cette eau prendra physiquement plus de place qu'avant. Et vu qu'Elon Musk n'a pas encore trouvé comment agrandir la Terre, eh bien le niveau des mers augmentera au fur et à mesure que nos océans deviendront plus chauds. Les scientifiques du GIEC nous annoncent que le niveau de la mer serait au mieux de 0,5 mètres plus haut à la fin du siècle, si on respectait les accords de Paris. Et on ne va pas se mentir, on sait tous qu'on ne va pas les respecter ces accords. On est déjà à plus 1,2 degré alors que l'objectif est de plus 1,5 degré. Donc tablons plutôt sur 1 mètre d'ici 2100. Les augmentations du niveau de la mer ne seront pas les mêmes partout, on parle plus ou moins de 30% de différence selon les endroits. Alors 1 mètre, ça paraît tout petit, mais ça ne l'est pas du tout. Juste en France, on perd la Camargue, le littoral Côte d'Opale ou encore une partie du Havre. Des pays vont tout simplement disparaître comme la République du Vanuatu ou devront fortement s'adapter comme les Pays-Bas. Le niveau de la mer augmente certes, mais l'eau devient plus acide également. Pas de là à se brûler la peau, mais tout de même. Déjà, il faut comprendre ici que l'océan absorbe massivement le CO2. On pense tous à d'immenses forêts comme l'Amazonie lorsque nous cherchons des solutions aux émissions de gaz à effet de serre. Mais dans les faits, l'océan a absorbé plus de 30% du CO2 émis par les êtres humains depuis 1800. Je ne vais pas rentrer dans le détail du pourquoi du comment, mais n'hésitez pas à m'écrire un commentaire si vous souhaitez que je l'explique. Donc forcément, plus l'activité humaine est émettrice en CO2, plus l'océan va absorber cet excès. Et ce faisant, une chouette réaction chimique s'opère, ce qui augmente tout simplement l'acidification des océans. Depuis 1800, elle s'est accrue de 26%. Et d'après toutes les projections, elle devrait augmenter de 150% d'ici 2100. Je vous vois déjà venir, mais c'est un cycle naturel. Alors le rythme actuel est 10 fois plus rapide que n'importe quelle période des quelques 55 millions d'années qui nous précèdent. Donc bon, naturel, pas trop. Les conséquences de l'acidification sont encore très mal connues, car les scientifiques s'y sont penchés réellement que depuis les années 90. Mais je peux vous dire que ce changement dans nos océans va empêcher la calcification de nombreux organismes. Mais dis-moi, c'est quoi la calcification ? Très bonne question, c'est le processus de dépôt et de fixation de sels calcaires que sont les ions de calcium et les carbonates combinés dans les tissus organiques pour former des matériaux squelettiques calcaires. Autrement dit, c'est ce qui permet aux mollusques à coque comme les moules d'avoir une coquille bien dure ou encore aux coraux d'avoir un squelette résistant. Et donc vous comprenez bien que si les coraux deviennent inhabitables et que les coquillages sont en danger, la biodiversité va en pâtir. Justement, parlons-en de la biodiversité. Je suis sûr que vous avez déjà vu des photos vues du ciel de la grande barrière de corail qui est complètement blanche. Ce blanchiment est justement dû à la hausse des températures. Le corail coexiste avec des zooxanthelles, des microalgues qui vivent dans les tissus du corail. Ils sont en symbiose entre eux et s'aident pour survivre. Les microalgues apportent nourriture et les coraux un habitat protégé. Sauf que lorsque les coraux subissent un stress, en gros lorsque l'eau est au moins 1 degré plus chaud que la normale, ils vont expulser ces microalgues et vont commencer à blanchir. Bon, c'est réversible si la situation retourne à la normale, mais généralement ce n'est pas le cas, ce qui accroît fortement la mortalité des coraux. Et pour rappel, 30% de la biodiversité marine a pour habitat les coraux, ce qui pose problème s'ils sont voués à disparaître. Et si dans votre tête les coraux sont un organisme juste présent dans les pays tropicaux, ce n'est pas du tout le cas. Nous en avons en mer Méditerranée comme les gorgones rouges ou encore le corail rouge. Enfin, je parle au présent, mais 80 à 90% d'entre eux ont déjà été anéantis par les vagues de chaleur à répétition que l'on subit depuis 2003. Et si rien ne change, ils vont disparaître de cette mer dans quelques décennies maximum. Bon, ça c'est globalement ce qu'il se passe pour toutes les espèces immobiles ou quasiment. Elles ne peuvent pas fuir les zones où il fait de plus en plus chaud, alors que toutes les autres, elles vont aller se réfugier dans des eaux plus clémentes. Mais forcément, à force d'aller vers des eaux plus fraîches, il y a un moment où il n'y a plus nulle part où aller, et les espèces des eaux les plus froides disparaissent progressivement. C'est ce que les scientifiques appellent la tropicalisation. Les espèces tropicales deviennent de plus en plus abondantes alors que les autres disparaissent. C'est une tendance confirmée par les analystes.
Et tous les problèmes dont je vous parle ne sont que la face immergée de l'iceberg. Pour ne vous donner qu'un exemple concret, on a remarqué qu'une certaine espèce de zooplancton présente à 80% dans la mer du Nord a été progressivement remplacée par une autre. Vous me direz, ce n'est pas bien grave. Sauf que par exemple, les larves des morues sont nourrissées, et avec la chaleur des océans, ils ont un métabolisme plus rapide et donc doivent se nourrir davantage. Donc en gros, on a remplacé leur nourriture de prédilection et on a augmenté leurs besoins caloriques. Un bon cocktail pour détruire toute l'espèce. Depuis le début de cette vidéo, je vous parle de conséquences qui pourraient vous sembler encore un peu lointaines pour l'être humain. Il faut comprendre que la faune et la flore forment un équilibre dans les écosystèmes et comme nous vivons dans ces écosystèmes, nous subissons aussi les conséquences. Le réchauffement des océans va venir modifier le cycle de l'eau. Si vous avez des doutes, c'est le petit schéma qu'on a tous appris étant petit avec l'évaporation de l'eau et la pluie. Et justement, l'évaporation de l'eau se fera de manière beaucoup plus marquée comme l'eau est plus chaude, ce qui conduit à un taux d'humidité planétaire en hausse. Tout cela provoque des orages et des pluies diluviennes à répétition. C'est pour cela que vous devez avoir certainement l'impression, si vous avez plus de 15 ans, que les journaux n'ont jamais autant parlé des orages et des inondations causées par les pluies. Après, paradoxalement, ce taux d'humidité plus élevé va aussi venir favoriser des périodes de sécheresse plus intenses, comme l'eau s'évapore plus rapidement des sols et des fleuves. Les scientifiques ont aussi remarqué que plus les eaux sont chaudes, plus les cyclones se font présents. Ils sont alors plus lents dans leur déplacement, mais beaucoup plus puissants dans leur intensité. Je pense qu'on a tous des images de ce que peut causer un cyclone. On a même eu le droit à une tornade en Italie il y a quelques mois. Ah, et devinez quoi, les coraux sont aussi de belles protections contre la houle et contre les cyclones. Pas de chance que l'augmentation des températures des océans les fasse disparaître. C'est la même chose pour les mangroves à ce propos. Donc, on augmente l'intensité des catastrophes climatiques et on réduit nos protections naturelles. Ça me semble bien tout ça. Bon, que retenir de tout cela? Lorsque l'on sait que les océans contribuent de 30 à 40% à l'élévation de la température terrestre et qu'ils absorbent 90% de la chaleur excédentaire dans l'atmosphère, on peut commencer à s'inquiéter des conséquences de l'activité humaine. Il faut ajouter à cela que les océans vont bientôt arriver à saturation, et tout cet excédent se retrouvera chez nous. Comme on a pu voir, les conséquences s'auto-alimentent. L'acidification, l'élévation des océans ou encore la baisse de la diversité. La situation n'est pas encore totalement dramatique, mais on se rapproche tout de même d'un point de non-retour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Les conséquences de l'augmentation de la température de nos océans devraient être connues par le plus grand nombre. A très bientôt.